Uniquement aujourd'hui à la thématique Disaster Resilient Society, l'une des 6 destinations donc du programme de travail du cluster 3. Je suis Julien Tenedos, donc je suis le coordinateur du point de contact national du cluster 3. Je vois que mes collègues sont également connectés et présents et je les en remercie. Alors, il y a l'équipe du PCN cluster 3, c'est donc un coordinateur, 2 membres et également un représentant au comité de programme, Géraud Canet. Les 2 membres sont Frédéric Perlan et Jean-Florian Baquet-Roulet. Ils feront, merci d'allumer vos caméras. Bonjour. J'ai recané Frédéric et Jean-Florian. Donc voilà un peu l'équipe au complet du point de contact national Cluster 3. On est à votre disposition évidemment pour répondre à toutes vos questions. Et Jean-Florian et Frédéric feront le 2 et le 4 février un webinaire spécifique sur les thématiques soit de lutte contre le crime et le terrorisme et border management. Et le 4 février, ce sera un webinaire sur le Strengthening Security Research and Innovations, sur les appels Resilient Infrastructure et également sur les appels cybersécurité qui peuvent être aussi assez intéressants. Voilà. Alors, je vais commencer ma présentation alors, pardon, je reprends. Voilà, très bien. Vous voyez bien l'écran a priori, hein, j'imagine que vous voyez bien ce que je projette. Tout à fait. Au cours de ma présentation, alors vous pouvez m'interrompre pour approfondir un point, si ce n'est pas clair. On peut aussi prendre des questions à la suite de ce webinaire sans aucun problème. Ça va se passer en 2 temps. En 3 temps. Je vais d'abord faire un premier tour d'horizon du programme Horizon Europe. Justement, vous préciser un petit peu ce qu'est ce programme, même si j'imagine que dans les grandes lignes vous connaissez. Donc, ce programme est plus précisément aussi le cluster 3 et la destination Disaster Resilient Society. Comment est-ce que c'est apparu en fait dans le programme de cadre de recherche et d'innovation de la Commission européenne. Ensuite, plus précisément, je vais vous parler de tous les appels. En essayant de faire en sorte de vous les résumer, de vous les synthétiser, de vous donner les éléments essentiels de compréhension et peut-être aussi les attendus de la Commission européenne sur chacun de ces 9 appels de la destination Disaster Resilient Society. Ensuite, je souhaiterais vous montrer un témoignage d'une équipe lauréate de nombreux projets européens et qui va nous expliquer un petit peu d'où est venue leur ambition de porter les programmes européens, ce qu'ils ont fait et ce que ça a apporté concrètement, parce que c'est bien aussi d'avoir des exemples concrets de la part de la communauté de recherche et d'innovation qui ont déposé des projets. Ça peut être intéressant. Ensuite, on passera à toutes les questions éventuelles. Et puis, je vous indiquerai quel est le programme de travail que nous tenons au point de contact national Cluster 3, puisque d'abord, on va faire des présentations, trois phases de présentation, donc sur 3 webinaires différents dont je viens de vous indiquer les dates, mais je vous les répéterai plus tard. Et ensuite, on va vous donner la parole au mois de mars pour faire des pitchs de présentation, c'est-à-dire qu'on va vous laisser les planches sur lesquelles on a travaillé. On va vous laisser réfléchir. J'entends une personne. Mais... Alors, si la personne qui a mis son micro pouvait l'éteindre, ça pourrait m'aider pour parler. Alors... Je vais moi-même trouver la personne qui a laissé son micro ouvert. Excusez-moi d'être un petit peu radical sur les micros ouverts, mais c'est quand même toujours plus agréable pour moi de parler quand personne ne parle en même temps. Merci. Et donc, on va vous laisser au mois de mars une possibilité de faire des pitchs. Pour vous présenter, nous dire quels sont les appels que vous souhaitez viser, sur lesquels vous souhaitez vous porter, soit en tant que partenaire, soit en tant que coordinateur ou autre, et donc de pouvoir faire en sorte que vous puissiez rencontrer aussi des partenaires français et, le cas échéant, proposer des projets ensemble. Voilà, après, il y a aussi cette possibilité-là au niveau européen, mais je vous l'indiquerai. Donc, pour revenir rapidement à Horizon Europe, vous connaissez maintenant un peu le programme. C'est un programme cadre porté par la Commission européenne qui a pour but d'apporter des solutions concrètes aux problèmes qui se posent aujourd'hui à nos sociétés européennes. Un programme donc financé à hauteur de 95 milliards d'euros sur 7 ans.
des financements répartis selon alors soit des approches scientifiques différentes, soit des thématiques différentes. On a 3 piliers en gros en Horizon Europe, c'est vraiment 3 piliers. Un premier qui est vraiment dédié à la recherche exploratoire, blanche. Donc ce sont les communautés de recherche et d'innovation qui arrivent avec un sujet, qui le proposent à la Commission européenne et qui demandent des financements pour ceci. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler de ces programmes. Nous, on se situe, donc le cluster 3 se situe dans ce pilier 2, financé à hauteur de 53 milliards d'euros. La sécurité, elle, a un financement à hauteur de 1,6 milliard d'euros pour ces 7 prochaines années, répartis au sein de la communauté de recherche et d'innovation européenne. Et donc ici, ce pilier 2 s'adresse beaucoup plus sur des projets qui sont thématiques, c'est-à-dire qu'ils sont écrits par la Commission européenne et sur chacun de ces grands thèmes, chacun de ces grands défis sociétaux, la santé, la culture, la sécurité, les transports, l'alimentation, le climat, l'énergie, le numérique, tous ces sujets qui sont décrits ici. Sur chacun de ces sujets, la Commission européenne a écrit les problèmes qui se posaient à nos sociétés aujourd'hui et à travers chacun des appels qui ont été rédigés dans le work programme qu'on peut trouver aujourd'hui, attend précisément des réponses aux problèmes qui sont posés. Donc nous, on va vraiment se situer ici, dans ce pilier 2. Et ensuite, ce pilier 3 qui peut aussi vous intéresser parce qu'il a vocation à faire émerger en fait une innovation technologique européenne de pointe. Et donc c'est là où on pourra trouver des programmes d'accélération d'innovation soutenus par la Commission européenne. Il peut y avoir des passerelles entre l'un et l'autre et on pourrait peut-être organiser avec mes collègues du pilier 3 une présentation plus spécifique de chacun des programmes de financement dans ce pilier. Voilà. Alors donc, ce pilier 2, comme je vous le disais, celui dans lequel nous sommes, nous vraiment en tant que cluster 3, l'idée c'est vraiment d'avoir une approche, comme le dit la Commission européenne, top-down, ça vient vraiment du haut, qui est la Commission européenne, vers le bas, qui est la communauté de recherche et d'innovation, sans qu'il y ait de hiérarchie, bien entendu. Donc l'idée, c'est vraiment, comme je vous le disais, sur des problématiques sociétales, de répondre à des impacts et de fournir vraiment des options, des données, des recherches ou des innovations technologiques pour répondre très concrètement à ces appels à projets. Pas de grands changements par rapport au programme Horizon 2020 que vous connaissez très certainement. Ce sont toujours des projets collaboratifs. Ce sont toujours des projets, même si ce n'est pas indiqué, j'ai eu la question il y a peu, même si ce n'est plus indiqué par la Commission européenne, mais vraisemblablement, ce sont des projets qui ont vocation à durer 3 à 4 ans, parce que les budgets sont toujours à peu près, en tout cas concernant le cluster 3, de 2, 3, 4, 5 millions au maximum pour chacun des appels à projets. Donc, faire durer un projet avec un consortium de 15 personnes sur 10 ans, c'est assez impensable et la Commission européenne attend quand même des réponses qui interviennent de manière assez rapide, donc 3-4 ans en moyenne, 4 à 5 millions d'euros en moyenne, et différents types de projets, les RIA, les CSA et les IA que je vais vous détailler dans une prochaine slide. Critères d'éligibilité pour participer à ces programmes européens, ce sont donc des programmes, comme on le dit, collaboratifs, c'est-à-dire que le principe, le minimum requis pour être éligible, et c'est vraiment le minimum, c'est de pouvoir constituer un consortium, une équipe avec donc un coordinateur qui serait un peu le leader de cette équipe et des membres de l'équipe, donc 3 entités légales minimum situées dans au moins 3 États membres ou associés d'Horizon Europe, avec une nouveauté par rapport à Horizon 2020, c'est-à-dire qu'il faut absolument une entité qui soit absolument qui fasse partie d'un État membre. Et donc, il peut s'agir, par exemple, au minimum d'un académique en France, d'une association en Roumanie et d'une entreprise située en Pologne. C'est le minimum. En moyenne, au sein du défi 7, donc, qui était l'ancêtre du cluster 3 dans le programme Horizon 2020, en moyenne, on avait des consortiums qui se montaient à 10 entités. Légales. Donc vous voyez à peu près quelle est la barre dans laquelle il faut se situer. 7 me semble être un minimum, 15 c'est pas mal, parce qu'après il y a aussi une question de budget
qui peut poser des problèmes. Vous avez ici la liste des États membres qu'on essaie de tenir à jour. La Suisse, pour l'instant, n'en fait pas partie. Voilà, c'est un peu dommage étant donné sa position centrale, mais des négociations sont en cours, donc la situation peut évoluer. Et on vous a mis ici un lien pour voir un petit peu, qu'on tient un jour pour voir toute la liste des États membres ou associés qui peuvent participer au programme Horizon Europe. Voilà. Pour toute question plus technique ou juridique ou autre, n'hésitez pas à nous interpeller, on est aussi là pour répondre à vos questions. Je vous le disais, donc 3 types de projets collaboratifs, les RIA, les IA et les CSA. Je vais vous les laisser, ça de toute façon, ces planches, donc vous pourrez en prendre connaissance. En gros, pour faire rapide et pour avoir une idée claire, les RIA, c'est vraiment de la recherche plutôt exploratoire. On essaie plutôt d'avoir des données, de mettre en œuvre des équipes de recherche pour essayer de comprendre, de savoir, de mieux maîtriser en fait quels sont les impacts ou les besoins sur un projet. On est sur des TRL, Technology Readiness Level, je vais vous l'expliquer juste après, de 4 à 5. Ensuite, on passe sur les IA. Les IA, donc on a déjà des données en nombre suffisant. En tout cas, la Commission européenne souhaite qu'on ait des données en nombre suffisant. Et donc, on est plus sur le développement, le prototypage d'innovation technologique ou sociétale. Et donc, on est déjà sur une échelle de développement, c'est-à-dire de TRL plus avancée. Et une dernière actions de collaboration que sont les CSA, Coordination and Support Actions, qui sont plutôt là soit de la mise en réseau, soit des mesures d'accompagnement ou des actions de communication ou de sensibilisation des différents acteurs. Alors, pas par chance, mais en tout cas aujourd'hui, il n'y aura pas de RIA, il n'y aura pas de CSA, puisque le programme DRS ne comporte aujourd'hui que des RIA et des IA. Voilà, ça. Je vous parlais des TRL, Technology Readiness Level. Voilà en gros une échelle que j'ai trouvée pour présenter les TRL, ce qu'on appelle donc le niveau de maturité technologique. On voit que de 0 à 3, on est vraiment au stade de l'idée, hein, de maturation d'un produit ou d'une innovation. Au TRL 4-5, on est sur la phase de prototypage. Au TRL 6-7, sur la phase de validation. Et au TRL 8-9, sur la phase de production. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que tous les calls du cluster 3 sont situés entre la phase 4 à 8. Il n'y a pas d'amont. L'amont, l'exploratoire, c'est plutôt, a priori, réservé au pilier 1. Au pilier 1, c'est ça, tout à fait. Et puis le 9, là, pour le coup, je crois qu'il y a aussi une idée de la Commission européenne de mise à disposition, c'est-à-dire qu'elle soutient les innovations et ensuite le marché privé peut s'emparer des solutions qu'ils ont mises à jour pour pouvoir les distribuer sur le marché. Voilà. Donc nous serons uniquement concernés par ces TRL-là. Chaque fois, c'est un diagramme qu'on vous présente, c'est pour vous montrer qu'il y a une logique, si vous voulez, dans Horizon Europe. Et à chaque fois qu'on voit un appel qui a été écrit, en fait, cet appel s'inscrit dans un ensemble. Alors, le premier ensemble, c'est donc le programme Horizon Europe, qui est ici, qui gère un petit peu tout ce qui va découler logiquement de ce programme. Donc sur lequel il a été écrit pour une programmation de 7 ans qui dispose d'un budget et sur des domaines d'intervention qui sont spécifiques. Ce programme Horizon Europe donne lieu à une planification stratégique qu'on peut retrouver dans le plan stratégique Horizon Europe et qui dure 4 ans. Donc on a un premier plan Horizon Europe 2021-2024 sur lesquels chacun des différents programmes sont détaillés et en fonction des grandes orientations qui ont été demandées par Horizon Europe, il y a plusieurs impacts qui sont dessinés, 4 aires d'impact qui sont dessinées, et sur ces grandes aires d'impact découle tout un ensemble de programmes de travail qu'on retrouve ici, qui durent 2 ans, et qui font à chaque fois référence à des impacts précis qui proviennent du programme de travail. Dans ce programme de travail, donc, pour répondre aux impacts de la planification stratégique, on retrouve donc des destinations. Et là, par exemple, on a pris une destination précise, mieux protéger l'Union européenne et ses citoyens contre le crime et le terrorisme. Et dans cette grande destination, on retrouve donc des appels très précis sur, par exemple, la lutte contre le trafic ou la lutte contre la corruption. Donc,
ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est un peu ce schéma qu'on a gribouillé. Je remercie Frédéric, enfin gribouillé, je le dis, c'est vraiment amical. On a essayé de schématiser un peu l'idée d'imbrication de ces appels. Un appel se situe en fait dans un work programme, qui se situe lui-même dans un pilier, qui se situe lui-même dans des impacts qui ont été déterminé par le programme le plan stratégique d'Horizon Europe, qui se situe donc dans Horizon Europe. Donc il y a vraiment une imbrication, et c'est assez important d'avoir ce schéma en tête, parce que quand on lit un appel à projet, c'est ce qu'on a essayé de faire aussi de notre côté. Quand on lit un appel à projet, il faut bien avoir ce schéma en tête pour pouvoir se référer précisément aux impacts qui sont demandés par la Commission européenne, qu'il faut adresser, comme on dit dans le jargon de la Commission européenne. J'ai repris ici une image du plan stratégique Horizon Europe 2021-2024 qui vous montre en fait sur le cluster 3 quels sont les grands impacts qui sont attendus de sa part, avec ce qu'on appelle des KSO, des Key Strategic Orientations pour la recherche et l'innovation. Un KSO A, d'abord une première grand ensemble, si vous voulez, 4 KSO. Donc là, un premier grand ensemble d'impact à adresser, donc ici, qui concerne plutôt la cybersécurité. Et ensuite, 3 impacts qui sont tous dans une même Key Strategic Orientations, qui est l'idée de créer des sociétés plus résilientes, plus inclusives et plus démocratiques. Et donc, dans la résilience, pour le cluster 3, ça va adresser trois impacts sur Enhanced Disaster Risk Reductions. Donc, c'est assez logiquement la destination DRS qu'on voit aujourd'hui. Sur la sécurité aux frontières et dans les airs, sur la mer et maritime. Et la lutte contre le crime et le terrorisme. Donc, 4 grands impacts pour le cluster 3. Alors, je passe ceci. Donc, c'est là qu'on arrive plus précisément à ce cluster 3, Civil Security for Society, la sécurité civile pour la société. Donc, je vous laisse lire les priorités, et j'ai résumé ici les orientations stratégiques. Donc, l'idée vraiment, c'est de pouvoir faire en sorte d'assurer de la sécurité civile dans la société. Et donc, ça ne concerne pas du tout des optiques de défense, mais d'apporter concrètement à ceux qui sont en charge de la sécurité civile aujourd'hui des moyens, des outils, des données pour pouvoir mieux accompagner la résilience et la sécurité de nos sociétés européennes. Et ça concerne tous les acteurs, aussi bien, je t'en prie Géraud, et ça concerne tous les acteurs, aussi bien ce qu'on appelle les first responders, second responders, que les politiques, que les assureurs aussi, on le verra, que les citoyens qui sont aussi au premier plan de cette sécurité civile, puisqu'ils en sont bien souvent les victimes, mais aussi bien souvent les first responders, et ça peut aussi, une sécurité peut aussi passer par une meilleure prévention, un meilleur accompagnement des citoyens. Mais ça, on va voir dans les prochains appels. 6 domaines d'intervention donc pour ce cluster 3 qu'on détaille ici, avec des budgets, alors qu'on vous a mis ici. Je remercie mes collègues d'avoir travaillé sur ces planches qui sont très claires. Donc nous, notre planche, nos appels DRS, résilience de la société face aux catastrophes, un budget qui représente quand même 25% du budget pour le cluster 3 entre 2021 et 2022. La deadline pour les appels à projets, c'est le mois de novembre 2022. Aujourd'hui, on est le 27 janvier 2022. Il nous reste à peu près 8 mois pour répondre aux appels à projets. C'est très confortable et on est ravis en tout cas nous d'avoir cette date assez tardive de réponse aux appels à projets, parce que ça va nous permettre de pouvoir faire de nombreuses interventions auprès de vous, de pouvoir vous préciser vraiment quels sont les appels et de faire en sorte d'essayer d'identifier des partenaires qui pourraient jouer ensemble à ces programmes européens.
une planche un peu confuse, mais au final très claire, puisque en fait, on va vous donner à la fin de cette présentation, donc ma présentation, vous aurez toutes les planches, et donc là, on vous explique ce qu'il y a dans cette présentation. Nous, on a pris le programme de travail, donc ce programme de travail là d'Horizon Europe, avec chacun des appels que vous devez connaître, hein, alors j'imagine que vous voyez flou parce que ne reconnaît pas un visage, mais ce n'est pas plus clair en lisant le programme de travail. Donc, ce sont des pages et des pages et des pages d'explications, d'appels à projets. Et donc, nous, on a pris chacun de ces appels à projets et on vous les a résumés. On a essayé d'en sortir à chaque fois les points les plus importants. Donc, alors ici, vous trouvez le titre avec un lien directement qui vous amène à la page de l'appel. Les synergies possibles avec d'autres clusters, alors ça, c'est peut-être plus pour nous, mais ça peut être intéressant pour vous. Ici, en haut, le nombre de projets qui sont financés, un projet, ou deux, ou trois, c'est toujours indiqué. Le financement qui est accordé pour ce projet. Si c'est une IA, une RIA ou une CSA, et quelle est la TRL de cet appel. Ici, sur cette grande partie centrale, on vous précise, c'est vraiment la synthèse du projet, la synthèse des impacts attendus et les points importants, parce que parfois il y a des points importants, des points d'attention sur lesquels on vous demande de bien vous attarder pour ne pas manquer. En fait, parfois ça peut être vraiment des conditions d'éligibilité obligatoires. Il faut vraiment avoir ça en tête. Et ici, on a essayé aussi de vous mâcher un petit peu plus le travail en vous précisant les thématiques, en vous indiquant, parce que pour chacun de ces appels, sécurité pour la société civile, la Commission européenne indique un consortium minimum qui doit être composé de, alors là on voit par exemple, d'une organisation de citoyens, de first ou de second responders, et d'autorités locales ou régionales. Donc ça, c'est des obligations, c'est des critères aussi d'éligibilité. Donc, ça vous permet aussi de vous positionner par rapport aux différents appels, à qui vous êtes et à ce que vous souhaitez faire. Vous avez déjà une idée du consortium qui est attendu. On vous indique aussi quelles sont les autres disciplines qui sont demandées, et ça, c'est explicite dans l'appel. Donc, par exemple, s'il est fait référence aux sciences humaines et sociales, SHS, ce sera indiqué. Et puis, alors là, on a fait aussi un gros travail. On a été fouillé dans tous les anciens work programmes du programme Horizon 2020. Tous les topics qui ont été financés, qui sont similaires ou semblables à l'appel en référence, tous les topics et donc tous les appels, on vous met un lien sur chacun de ces appels précis. Donc vous pouvez retrouver le texte de l'appel tel qu'il a été publié par la Commission européenne, mais vous pouvez aussi trouver les consortiums, les réponses, les lauréats en fait qui ont été montés à travers ces appels. Et ça vous donne une information très très riche parce que la Commission européenne souhaite toujours valoriser les projets qui ont été précédemment financés. Donc déjà, ça vous donne des données concrètes pour pouvoir avancer sur l'appel à projet. Et puis, ça vous donne aussi une idée du consortium. Et donc, vous avez accès aux partenaires qui sont potentiellement identifiables pour répondre à cet appel à projet. Donc ça, c'est un travail assez important qui a été mis en place et je remercie mon équipe de l'avoir fait parce que ça, pour vous, ça représente une mine d'informations extrêmement intéressante pour avoir accès aux données financées ou aux projets financés déjà par Horizon Europe ou Horizon 2020 dans cette thématique, et deux, au consortium et donc aux potentiels partenaires présents. Mais ça, vous aurez toutes ces planches à la fin de ma présentation. On va rentrer dans le concret. La thématique Disaster Resilient Society for Europe. Pour les appels 2022, donc on avait dit 25% du budget. Il y a 9 appels qui sont émis. Pour chaque appel, un lauréat, donc un niveau de compétitivité assez élevé, et pour un total de 46 millions d'euros cette année. Comme je vous le disais, donc pas de CSA, mais 3 RIA et 6 IA. Donc, on est plutôt sur des TRL assez élevés, ce qui est aussi assez intéressant parce que ce qui indique aussi la volonté de la Commission européenne de se situer, comme on le dit, dans une dimension capacitaire. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de pouvoir développer, de pouvoir donner plus de capacité pour répondre aux appels à projets. Donc, on est sur 3 projets de recherche plutôt amont et sur 3 projets qui sont plutôt sur des TRL assez élevés qui vont jusqu'à 7-8. On a 3 appels qui font appel qui ont besoin pour y répondre de la communauté en sciences humaines et sociales. Alors, par chance, je suis également coordinateur du PCN Cluster 2, Culture, Créativité et Société Inclusive,
qui est exclusivement, ou en tout cas qui est spécifiquement réservé à la communauté en sciences humaines et sociales. Donc j'ai une bonne compréhension de ces sujets et j'ai aussi une bonne connaissance des communautés. Donc en cas de besoin de repérer des communautés de sciences humaines et sociales, n'hésitez pas à faire appel à moi, je saurai y répondre. Et enfin, 3 appels qui nécessitent de la coopération internationale fortement encouragée. Dans le langage de la Commission européenne, ça veut dire obligatoire, ce qui est assez logique dans cette destination, puisqu'elle est vraiment sur la résilience des catastrophes. Et la résilience des catastrophes, aujourd'hui, les catastrophes se produisent certes sur des points localisés, mais ont souvent un impact global, mondial, et donc il faut une meilleure coordination, une meilleure gouvernance à l'international de ces catastrophes. Pour préciser rapidement, donc, je reprends un peu des éléments du plan stratégique 2021-2024. L'idée de ce plan stratégique, c'était pour répondre aux catastrophes naturelles, c'était déjà de dire, bon voilà, il y a de plus en plus de catastrophes auxquelles on a à faire face, qu'elles soient du fait de l'homme, qu'elles soient naturelles, et donc il va absolument falloir mieux y répondre. Et la manière, le principe, la philosophie pour mieux y répondre, c'est de progressivement passer d'une société qui soit uniquement une société qui soit en réaction par rapport aux catastrophes, à une sécurité qui soit en anticipation. Donc on va passer vraiment de la culture de la catastrophe à la culture du risque. Et on va voir, ça va se décliner dans l'ensemble des appels à projets de la DRS, de la destination DRS, pardon. Comme je vous le montrais là tout à l'heure sur le cluster 3, donc sur lequel il y a plusieurs Key Strategic Orientations, l'ADRS c'est clairement l'impact 11, Enhanced Disaster Risk Reductions, dont la Commission européenne nous donne lecture. Je vous laisserai lire cet appel. Et en gros, pour cet appel, pour cet impact, et donc pour améliorer la résilience, pour améliorer la compréhension, pour améliorer la préparation, pour améliorer les interventions sur le risque, la Commission européenne a identifié à peu près 5 phases, 5 parties autour desquelles en fait vont se décliner les appels, et c'est un peu le travail d'analyse auquel je me suis livré moi. J'ai essayé de catégoriser ces différents appels en fonction de ces 5 phases ou de ces 5 parties. Tout d'abord, alors une première partie de préparation, la sensibilisation au risque, la préparation de la société. Donc ça concerne tout ce qui est système d'alerte, avertissement précoce, capacité à mieux se préparer et à mieux réagir aux catastrophes naturelles et anthropiques. Donc il y a toute cette idée de préparation. Une seconde phase, une seconde idée sur la prédiction. En fait, ce dont la Commission européenne a besoin dans ses appels DRS, ce sera d'obtenir en fait des prédictions plus précises et plus fiables qui vont pouvoir mieux aider chaque décision et chaque intervention qui se fera sur le terrain. Ensuite, une nécessité aussi d'impliquer les communautés par des solutions et des concepts technologiques améliorés, impliquer les citoyens en essayant d'avoir des outils qui soient plus adaptés aux réponses aux DRS. Une quatrième phase qui est une meilleure coordination, comme je vous le disais, l'impact est mondial aujourd'hui des catastrophes, et donc la Commission européenne demande à ce qu'on développe de meilleurs outils et de procédures pour la coordination, alors notamment des incidents transfrontaliers, et également de disposer d'outils qui soient plus intégrés, qui ait plus d'interopérabilité entre les outils pour soutenir en fait des procédures d'urgence avec tous les acteurs concernés, tous, c'est vraiment les décideurs publics, les premiers intervenants, la communauté civile et autres. Et dans cette phase de coordination, il y a aussi beaucoup de questions sur les normes des données qui sont utilisées, qui peuvent varier d'un pays à un autre, et aussi de favoriser les gouvernances, parce que les gouvernances d'un pays à un autre ne sont pas les mêmes, et donc essayer de trouver une meilleure coordination, tout au moins à l'échelle européenne.
Et enfin, une cinquième phase, qui est presque aussi un objectif en soi, qui est de pouvoir favoriser une résilience qui soit respectueuse des communautés, parce que chaque catastrophe prend lieu sur un terrain, dans un contexte culturel, social, économique différent. Et l'idée, c'est d'avoir une bonne idée, une meilleure connaissance en fait de tous ces facteurs humains, de tous ces facteurs sociaux, pour en fait mieux récupérer. C'est vraiment l'idée, c'est ça, c'est de mieux récupérer en respectant les valeurs sociales, les valeurs historiques, les valeurs culturelles des communautés, ainsi que toutes les normes de qualité des sites et du patrimoine culturel. Voilà. Donc ces 5 parties en fait vont un peu distribuer les appels, et c'est l'exercice auquel je me suis livré moi. Et on voit que, pardon, je reviens sur cette page, pour les appels DRS 2022 qui nous concernent, on est vraiment uniquement sur 3 parties parmi celles-ci: la préparation, la prédiction et la coordination. On fait moins, la Commission européenne n'a pas fait d'appel sur tout ce qui est implication des communautés, par exemple, et pas non plus d'appel sur la résilience, même s'il peut y avoir un petit peu des domaines transverses, mais c'est moins flagrant, si vous voulez. 4 domaines pour ces appels DRS. Je vous laisse lire ici. Pour le domaine A, donc, c'est une meilleure compréhension des risques, une meilleure comparabilité des données, etc. Pour le domaine B, donc les risques liés au climat et aux événements extrêmes, là, on va avoir besoin de plus de prévisions précises et de planification, une meilleure compréhension aussi des risques liés et des vulnérabilités liées au changement climatique, pour essayer de mieux les appréhender. On voit, enfin, tout ce qui est, que ce soit des inondations ou des feux de forêt ou autres, prend aujourd'hui beaucoup d'importance. Sur le domaine C, donc là, la Commission européenne demande à ce qu'il y ait... Bonjour, monsieur Delage. À ce qu'il y ait des capacités de protection civile qui soient améliorées, et notamment par les détections et l'évacuation plus rapide des victimes. Et enfin, le D, on voit un peu de quoi il s'agit. Une détection plus rapide des épidémies, une meilleure réaction, par exemple en travaillant sur les plans européens de préparation aux pandémies. Quelqu'un a une question? Je vous en prie. Oui, excusez-moi, j'ai une question sur le petit b, les risques liés au climat et les événements extrêmes. Oui. Alors, je vais peut-être un peu pinailler, mais vous dites « et les événements extrêmes ». Est-ce que ça ne serait pas plutôt « ou les événements extrêmes ». En fait, on a un petit souci justement sur ces définitions, parce que les événements extrêmes sont liés au climat, mais il n'y a pas que des événements extrêmes liés au climat. Et ça, souvent, c'est un petit peu oublié dans les appels, et on a du mal à faire coller certains de nos travaux avec certains appels, qui sont des risques liés au climat, mais qui n'ont rien à voir avec des événements extrêmes. Alors, l'un n'oblige pas l'autre, c'est-à-dire que c'est les risques liés au climat et ou les événements extrêmes. Mais effectivement, ce qu'il faut vous dire quand vous répondez à un appel à projet européen, c'est que vous n'avez pas, vous, en tant que centre de recherche, académique, laboratoire, premier intervenant ou autre, à répondre à la totalité de l'appel à projet, mais que le consortium doit répondre à la totalité de l'appel à projet. Je m'explique. Vous pouvez apporter, donc, vous, les compétences que vous avez dans cet appel à projet pour répondre uniquement à la partie liée au climat. Et s'il n'est pas indiqué dans l'appel précisément qu'il faut également adresser ce qu'on appelle les événements extrêmes, alors ce n'est pas la peine de le faire. Il faut toujours en revenir au texte. Le texte de l'appel à projet est celui qui fait foi, et donc c'est celui sur lequel il va falloir travailler. Là, je vous montre l'impact 11. On est toujours dans le plan stratégique sur les domaines d'impact du cluster 3. Ça ne veut pas dire nécessairement que tous doivent être adressés dans tous les appels. Vous voyez, on va faire une lecture précise de tous les appels, et vous verrez que parfois il s'agit du climat, parfois d'événements extrêmes, parfois il s'agit d'essayer de mieux comprendre les deux. Il y en a un précisément auquel je fais référence, mais ça, on va le voir décliné d'une manière précise dans les appels à projet. Merci. Je vous en prie. Il y avait une question sur CBRNE également. Je passe. Oui, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Oui, j'avais une question sur le DRS 0108, et ça a trait aussi au mot CBRNE. Oui. Dans le code DRS 0108, il y a une seule fois où il est écrit CBRNE event. Ce qui pose la question sur que veut dire le E. Est-ce que le E veut... Donc, est-ce qu'il faut bien considérer en fait les explosifs, ou est-ce que le E est event, sachant que le CBRN
Ah, d'accord, je vois. serait event, et le CRBN event serait, il faut rajouter les explosifs. Donc, c'était juste, est-ce qu'il faut dans ce call considérer les explosifs? C'était ma première question sur cet appel, mais bon, ça c'est un peu général sur les CBRNE, qui est impossible à prononcer d'ailleurs. Et il y avait aussi la deuxième, c'était nucléaire. Qu'est-ce qu'on entend par rapport à radiologie? Parce qu'un événement nucléaire a souvent des impacts radiologiques. Est-ce que nucléaire, ça a trait à la détonation d'une arme nucléaire, ou est-ce qu'on considère nucléaire et radiologique comme un tout? Alors, ce sont des questions assez précises. Si vous voulez, on pourrait revenir quand on ira voir le DRS 08, le 0108. Pardon. Je vous en prie, il n'y a pas de problème. Mais comme j'allais l'aborder, on va pouvoir y revenir tout à l'heure, si ça vous convient. Aucun problème. Super, merci. Donc, j'avance. Vous avez une planche un peu synthétique sur les défis du cluster 3 et sur les impacts de la destination DRS, comme je vous le disais ici, un petit peu ces 5 phases, ces 5 domaines sur lesquels on va travailler. Donc, moi, je vous présentais dans cette planche, ces 3 parties, et j'ai scindé, j'ai réparti les appels DRS selon ces trois parties. Je ne vais pas suivre le programme de travail tel qu'il est indiqué par la Commission européenne en faisant d'abord le 1, puis le 2, puis le 3, puis le 4. J'ai partitionné, j'ai compartimenté les appels à projets selon ces 3 grandes parties. Et je pense que ce sera plus clair, en tout cas j'espère, pour mieux comprendre en fait les attendus de chacun de ces appels. Voilà, donc très concrètement, les appels DRS aujourd'hui. Première partie, donc, sur tout ce qui est dans cette logique d'impact qu'il faut conserver à l'esprit, la préparation, la sensibilisation et la prévention aux catastrophes. Premier appel, donc l'appel DRS 01 sur une meilleure préparation des citoyens en réponse aux crises ou aux catastrophes. Alors, pour reprendre la lecture de la feuille, je le fais, mais après je vous laisserai le faire puisque vous comprendrez le principe. C'est un projet, donc il n'y a qu'un seul projet qui sera financé par la Commission européenne à hauteur de 5 millions d'euros. C'est une IA, donc on est vraiment sur une TRL plutôt alors non indiquée, mais on est donc plutôt non pas sur un besoin de recherche, mais sur la mise en œuvre en fait de la préparation des citoyens en réponse aux catastrophes. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette notion d'empowerment que j'ai notée ici, qui est assez importante, parce que l'idée c'est vraiment de donner des outils aux citoyens pour qu'ils puissent mieux appréhender les catastrophes et mieux réagir. Ici, les thématiques, donc, je vous les ai indiquées, le consortium aussi, donc je ne vais pas le répéter puisque vous saurez le lire. Et les topics qui font référence à cet appel à projet sont ici et vous aurez les liens par la suite sur ces appels à projet. Donc, appel 2022 DRS 0101 sur amélioration de la préparation des citoyens en réponse aux crises ou aux catastrophes. L'idée ici, c'est vraiment de mener des actions qui soient ciblées, de pouvoir mieux faire connaître les risques qui peuvent être présents en fonction des différents acteurs. Alors, pour les administrations publiques, il va falloir faire en sorte de pouvoir mieux connaître les risques. Pour le secteur privé, de pouvoir mieux intégrer, par exemple, leurs activités dans un contexte de risque local. Et pour les citoyens, de pouvoir mener des actions qui leur permettent de mieux agir et d'avoir plus de pouvoir sur la réponse aux crises. Alors, dans les résultats attendus qui sont ici et que vous pouvez consulter, il y a aussi l'idée de savoir comment est-ce que, par exemple, il y a certains freins dans la préparation des citoyens en réponse aux crises ou aux catastrophes, et notamment à travers les réseaux sociaux et les fake news, et de voir un petit peu quel a été l'impact, par exemple, des fake news sur des risques, des catastrophes ou autres, et comment est-ce que ça peut avoir un impact sur la gestion elle-même de la crise. Voilà. Au cours des dernières années, donc, il y a eu beaucoup de catastrophes qui se sont produites, qu'elles soient du fait de l'homme ou qu'elles soient du fait de changement du climat. Et on a souvent vu, la Commission européenne a souvent vu apparaître à travers des études l'émergence de volontaires spontanés
qu'on retrouve ici, qui sont en fait des personnes qui se sont volontairement portées volontaires donc pour apporter des secours ou autres. Mais le problème, c'est que ces volontaires spontanés n'ont pas été formés. Donc il faut vraiment essayer de faire en sorte de pouvoir donner aux administrations, de pouvoir donner aux citoyens des outils pour pouvoir mieux se former à la réponse aux appels, aux crises et aux catastrophes qui peuvent intervenir. Voilà en gros pour ce premier appel qui est relativement simple et clair. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Sinon, je passe au premier. Alors, Monsieur Ruffat, les systèmes d'alerte et de moyens. Alors, comme vous le voyez, Monsieur Ruffat, je n'ai pas eu le temps de lire votre question, mais je vois que vous faites référence au DRS 0101-2021. Ici, clairement, la Commission européenne demande à ce qu'il y ait un appui nécessaire sur la compréhension des risques qui ont été ou qui sont en train d'être adressés ou identifiés par le DRS 0101-2021. Donc, il va falloir attendre que les lauréats soient connus, et a priori, ça ne devrait être plus dans très longtemps, mais le temps que vous déposiez les appels à projets, ils seront connus, et donc s'appuyer sur, il va falloir faire des liens entre votre consortium et les lauréats du DRS 0101-2021, qui, eux, vont en fait faire comment on peut dire, la cartographie des risques, et donc de s'appuyer sur eux pour pouvoir mieux préparer les actions en fonction des risques qui ont été identifiés par le consortium du DRS 0101. J'espère que ça répond à votre question, Monsieur Ruffat. Je passe au deuxième appel à projet, donc toujours dans cette première phase de préparation. Et donc là, on est aussi sur, alors on est sur une RIA avec un TRL de 4.5, on demande plutôt de donner. Alors, l'idée de cet appel sur la préparation et le management des High Impact, Low Probability or Unexpected Events. Donc, on est vraiment sur des catastrophes qui ont un impact considérable sur nos sociétés ou sur les écosystèmes, mais qui sont imprévisibles. La Commission européenne cite, par exemple, bon, évidemment, le 11 septembre 2001, elle cite aussi Fukushima, par exemple, elle cite bien évidemment la pandémie, elle cite aussi plusieurs actes terroristes qui ont fait un impact considérable, mais qui sont inattendus. Alors, le problème, l'identification de la Commission européenne, c'est que le paysage des risques a beaucoup évolué au cours de ces dernières décennies, cybermenaces, changement climatique, maladies infectieuses, terrorisme. Et donc, les pays, l'Union européenne, doivent aujourd'hui mieux anticiper et mieux se préparer à l'inattendu et au difficile à prévoir. Et donc, ce qu'elle appelle les high impact, low probability, ce sont qui n'ont pas une définition encore très, très claire, mais ce sont des événements ou des occurrences qui ne peuvent pas être facilement anticipées, qui surviennent de manière aléatoire et inattendue et qui ont des effets immédiats et des impacts significatifs. Alors, il y a tout un mécanisme de protection civile de l'Union européenne qu'on appelle le European Mechanism Civil Protection. Il y a un document officiel dans lequel vous avez le lien. Et dans ce document, l'Union européenne a attiré l'attention sur tous ces risques-là, ces high, low probability or unexpected events, et aux mesures de préparation à faire face, parce qu'elle-même peut venir financièrement en aide aux États à travers ce qu'on appelle le programme RESC-EU, qui est le programme de protection civile et d'opération d'aide humanitaire européenne, peut donner des moyens aux entités, aux États membres de l'Union européenne pour pouvoir les aider à gérer ces risques et ces impacts. Mais comme on ne les connaît pas, comme on ne sait pas encore quels sont ces impacts ou autres, il faut pouvoir mieux ici les anticiper, les connaître et répondre à tout ce qui est imprévu. Alors, j'ai une question. Les outils de simulation concernent les mises en situation ou l'élaboration de modèles prédictifs ou les deux. Alors, vous êtes bien sur le DRS 0102, hein, Monsieur Dubois. Alors, je ne vois pas bien. S'il s'agit des résultats attendus, si votre question est de savoir s'il faut répondre à tous
ou non, d'accord. Les résultats attendus, en fait, vous pouvez répondre. Je vous en prie, prenez la parole, Monsieur Dubois, ce sera plus simple peut-être. Alors, je vais essayer de répondre à votre question sans vous entendre. Ici, pour les résultats attendus, ce qu'on note, nous, c'est qu'il faut répondre à certains parmi. C'est-à-dire que quand on note, alors je reviens sur le précédent, le précédent, c'était aussi certains parmi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas répondre à tous ces points spécifiques, et ici, il ne faut pas répondre à tous ces points spécifiques dans cet appel à projet, mais en même temps, considérer que c'est une compétition sur laquelle il y a beaucoup de demandes et donc plus vous répondez à tous les résultats ou à une majorité de résultats attendus par la Commission européenne, plus vous avez de chances de pouvoir être lauréat. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Il faut voir en fonction de la réponse que vous voulez apporter à ce consortium. Voilà. Donc je passe sur cet appel, anticiper, connaître, répondre à l'imprévu. Donc on a fait le 1, le 2, et donc je passe directement sur le 4, qui me semble être plus logiquement découler de ces appels. Ici, c'est donc mieux comprendre les réactions humaines en cas de crise ou de catastrophe. On le disait hein, par rapport au... Ah, là, ça marche. Ouais. Ah, désolé. Je vous en prie. On a eu un problème de micro, on a été coupé. Aucun problème. C'était par rapport à la question sur la simulation. Ouais. Alors, nous, on fait de la réalité virtuelle, donc complètement de la mise en situation et du training et ce genre de choses. Et en fait, la simulation, ça peut être compris comme de la mise en situation de personnes face à une catastrophe, ou ça peut être compris comme la mise en place de modèles prédictifs qui simulent les choses et permettent de mieux évaluer le risque. Ouais. Et c'est deux approches complètement différentes. J'aimerais juste des précisions par rapport à ça. Alors, si ça ne vous ennuie pas, on pourrait reprendre un rendez-vous pour le décortiquer ensemble en fonction de ce que vous faites. Oui. C'est comme ça, je balaye rapidement tous les appels à projet, puis si en fonction de ce que vous souhaitez faire, parce qu'il faudrait que je reprenne précisément tous les appels, et là, ça va être un appel qui est assez long. Ça serait parfait. N'hésitez pas, hein, on pourra les reprendre. J'essaie de répondre à des questions générales, mais quand c'est précis, je préfère les répondre en bilatéral. Ok, merci. Moi, je vous en prie. Donc, je passe sur cet appel DRS 0102 pour travailler sur le cadre, sur une meilleure compréhension hein, du comportement des citoyens et des réactions psychologiques en cas de crise ou de catastrophe. On le sait, hein, les actions et le comportement humain peuvent fortement influencer les effets et la dynamique d'une catastrophe ou d'une situation de crise. Pourtant, alors c'est un élément qui peut être, c'est un facteur qui peut aider peut-être à la résilience des sociétés quand il est bien préparé. Donc on retrouve cette idée du DRS 0101 sur l'accompagnement, la préparation, l'empowerment en fait des citoyens. Mais quand c'est mal préparé, ça peut être d'autant plus catastrophique que les effets se font ressentir assez vite et que en plus on est en réponse à une situation de crise ou de catastrophe, on est sur un temps qui est très court et sur une pression qui est très très forte. Et les first responders ou second responders qui sont amenés à intervenir sur les terrains sont contraints de prendre des décisions parfois sur des informations qui sont inadéquates et dans un temps qui est très court. Donc là, le comportement du grand public est nécessaire pour mieux comprendre en fait comment est-ce qu'on peut mieux répondre en fait à ces appels à projets. Et on manque de moyens, on manque de données sur la manière dont les citoyens réagissent en situation de catastrophe ou en situation de crise. Et donc là, pour la Commission européenne, on a besoin d'avoir des données sur la manière dont ils réagissent pour mieux connaître en fait comment sensibiliser ces populations et comment développer des outils pour sensibiliser cette population. Alors, je vous les indique, mais il faut prendre en compte l'influence des facteurs historiques, culturels, émotionnels, et puis aussi des conséquences à court et à long terme de l'exposition à des niveaux de stress ou de menaces élevés, et notamment pour la santé mentale. Alors ici, très clairement, on a besoin d'historiens et de psychologues, mais on a besoin aussi de données du terrain. Donc les first responders seront aussi tout à fait amenés
répondre à cet appel à projet. C'est une RIA, c'est assez logique, on est vraiment sur de la recherche de données. Monsieur Bossu, je vois que vous avez allumé votre caméra et votre micro. Vous vouliez peut-être intervenir? Non. Voilà pour cet appel qui est aussi relativement simple. Monsieur Dubois, je vois que vous avez levé la main, mais c'est peut-être par rapport à... Au cas où, n'hésitez pas à intervenir et à allumer votre micro. Très bien. Voilà. On va partir sur une deuxième salve d'appels. Pas de problème, monsieur Dubois. Donc là, sur les prédictions, la fiabilité des prédictions et la précision des prédictions. Appel DRS 0105, détecté rapidement pour répondre efficacement aux catastrophes naturelles. On sait que pour détecter rapidement, pour mieux évaluer les risques et les crises, et mieux s'y préparer, on se base, ou en tout cas les équipes se basent sur des outils qui utilisent plusieurs types de données, d'informations et de prévisions. Alors il peut s'agir de données météorologiques par exemple, de données qui soient physiques, qui soient liées aux géorisques, à des projections climatiques et autres. Et ces données-là peuvent permettre d'anticiper la survenue de catastrophes. Alors la Commission européenne, ici, demande à ce que sur la base de l'héritage des solutions qui existent déjà, notamment dans le domaine des événements météorologiques extrêmes, qu'il y ait des développements supplémentaires qui soient apportés pour comparer les approches de prévision d'impact et aussi d'alerte précoce au niveau international. L'idée, là, l'objectif vraiment de cet appel, c'est de pouvoir concevoir en fait des systèmes d'information et d'aide à la décision à l'échelle de l'Union européenne pour aider les autorités de planification et les organismes de protection civile à déployer rapidement en fait. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment ça, c'est de déployer rapidement les premiers intervenants et à pouvoir communiquer rapidement avec les citoyens des zones vulnérables en cas de phénomènes climatiques ou de catastrophes géologiques ou ce genre de choses. Donc comparer les outils, quels sont les systèmes d'alerte, quelles sont les prévisions pour pouvoir mieux planifier. Et puis il y a dans les résultats attendus, il est marqué au moins 3 parmi. Et moi, je considère à la lecture de l'appel que la vraie nécessité, la vraie demande de la Commission européenne, elle se situe là, sur cette plateforme européenne des risques pour faciliter les interactions des scientifiques, des médias et du public, basée sur de précédents appels à projets Horizon 2020 que vous pouvez retrouver ici, parce qu'elle fait référence dans cet appel de manière constante à cette plateforme, et qui me semble que c'est vraiment un attendu fort de la Commission européenne. Donc si vous répondez à cet appel à projet, au moins 3 parmi, faites en sorte que cette plateforme soit présente, parce qu'il y a une nécessité de communication, une nécessité vraiment de mettre en place des outils très concrets pour détecter rapidement et répondre efficacement. Dans ce qui est important aussi, c'est que la Commission européenne a souhaité rendre éligibles tous les pays africains. Alors, elle ne justifie pas vraiment dans l'appel, donc bon, j'imagine qu'il peut y avoir aussi un impact sur les catastrophes naturelles qui pourraient se situer dans le bassin méditerranéen, mais je n'ai pas plus d'informations dessus. Je pourrais me renseigner si jamais ça vous interroge. Voilà pour cet appel 0105. Je passe à l'appel 0106 sur anticiper le besoin des assurances, d'assurance des catastrophes. C'est quelque chose d'assez précis pour le coup. Et de toute façon, il est nécessaire d'avoir dans le consortium, d'avoir 2 représentants du secteur financier ou des assurances de 2 pays différents. L'idée est assez simple à saisir au final. Il y a de plus en plus de catastrophes. Les assurances ont du mal, peinent à faire face à ces catastrophes, d'autant plus qu'elles sont inattendues ou autres. Très concrètement, les catastrophes, c'est 17 milliards d'euros par an au cours de ces 10 dernières années. Catastrophes naturelles dans l'Union européenne, 17 milliards d'euros par an. 35% des pertes qui sont dues aux événements climatiques sont assurées dans l'Union européenne, avec des taux qui sont variables, 60% en Belgique, 1% en Roumanie, donc problème au niveau de l'assurance
de ceci. Donc forcément, l'assurabilité va devenir un peu problématique. Pourtant, c'est un outil vraiment important pour atteindre des objectifs de réduction des catastrophes. Sans assurance, on ne peut pas reconstruire, on peut pas remettre en place les infrastructures ou même tout simplement les besoins, répondre aux besoins des citoyens. Donc la Commission européenne demande vraiment à ce qu'il y ait une meilleure visibilité sur les catastrophes et de pouvoir bénéficier de données et de conseils sur la prévention des risques, d'imaginer aussi de nouvelles formes de couverture pour aider les gouvernements à gérer les coûts qu'ils doivent supporter après une catastrophe. Parce que clairement, la question de l'assurance va se poser. Il y a beaucoup de limites aux assurances, notamment pour faire face aux menaces à croissance rapide. Donc revoir en gros le système d'assurance en général en fonction de ces différentes catastrophes qui peuvent venir, et de pouvoir repenser les indemnités d'assurance, alors quid de la garantie assurantielle de l'innovation? Je ne saurais répondre à cette question dans l'immédiat. Repenser les indemnités d'assurance, avoir aussi des informations plus claires, notamment en développant des outils en ligne simples. Par exemple, si quelqu'un souhaite acheter une maison ou a un terrain en vue, et donc de pouvoir évaluer les risques pour pouvoir ensuite mieux les assurer. Voilà. Monsieur Briat, je vous en prie, posez votre question à l'oral, comme ça me permettra de mieux la comprendre. Alors, c'est un point un peu particulier et qui bloque de notre côté depuis plusieurs années. On a du mal à embarquer certains partenaires privés parce que quand on parle d'innovation, on parle parfois de logiciels, ça pose pas de souci, de techno, mais on parle aussi parfois de construction, de bâtiments, de choses en dur. Et eux, ils ont besoin d'assurance pour pouvoir faire certaines innovations en termes de construction, de développement. Et il n'y a jamais personne qui va assurer l'innovation. Et on bloque depuis plusieurs années sur cette garantie assurantielle d'innovation. Alors, ça ne concerne pas tout, ça ne concerne pas certaines techs, ça ne concerne pas les logiciels, mais ça concerne, je crois qu'il y a le CRMA qui est en ligne, c'est avec eux que j'en avais déjà parlé. On a des blocages parfois là-dessus aussi, en particulier auprès de partenaires privés. Merci. Alors, ouais, je comprends. Je crois que ce n'est pas tout à fait l'objet de cet appel, qui va être plutôt sur quels vont être le 5 et le 6 sont un peu indirectement pas le 5, pardon, je reprends voilà, le 2 et le 6 sont un peu indirectement liés parce qu'il y a tous ces nouveaux événements qui vont se produire, et donc ça concerne moins la garantie de l'innovation que de ces risques qui vont survenir. Mais ouais, je comprends votre remarque. Si vous voulez, je l'ai en tête, on pourra y revenir, y compris ensemble en bilatéral. Voilà, je passe sur cet appel qui vous concerne peut-être un peu moins, mais bon. DRS 0108, donc il va y avoir une vue d'ensemble plus rapide de toute situation de catastrophe. Et donc là, je sais qu'il y a une question précise sur cet appel. Alors ici, donc l'idée, ouais. Je vais l'expliquer. Et puis, je vais en parler un peu, et puis ensuite, on va pouvoir voir un petit peu ce à quoi vous faisiez référence comme problème. Donc ici, il existe, vraisemblablement, je n'en suis pas un spécialiste, mais en tout cas, c'est un prérequis de cet appel de la Commission européenne. Il existe déjà un large éventail de technologies qui s'ajoutent au détecteur CBRNE existant. Moi, j'ai indiqué NRBC ici, mais je ne sais plus quelle est la bonne terminologie française. Par exemple, alors elle cite les échantillonneurs, des systèmes de séparation, des préconcentrateurs de dilution ou d'échantillons, etc. Mais il y a besoin d'avoir de meilleurs outils pour pouvoir donc avoir une vue d'ensemble plus rapide de ces situations de catastrophe, en prenant en compte divers paramètres là, tels que la consommation d'énergie, la transportabilité aussi de ces technologies, l'échantillonnage en ligne, l'automatisation des échantillonneurs intelligents et autres, et aussi de l'intégration avec des détecteurs et de la normalisation aussi de tous ces échantillons. Ce sont les différents paramètres sur lesquels il est nécessaire de se concentrer pour cet appel. Et ça, en fait, ce sera
un impact très concret sur le fait d'avoir une vue d'ensemble plus rapide de toute situation de catastrophe, c'est de pouvoir qui s'exprimera, se traduira par exemple dans tout simplement l'équipement qui sera réservé aux premiers intervenants en fonction de la situation. Par exemple, s'il s'agit de maladies infectieuses, s'il s'agit de catastrophes accidentelles, s'il s'agit de terrorisme ou autre, ça permettra d'avoir une meilleure vue d'ensemble, une meilleure préparation des équipes d'intervenants et donc un matériel qui soit plus adapté très concrètement au terrain sur lequel il est nécessaire d'intervenir et donc de minimiser le temps de réaction dans les zones urbaines ou de mener des opérations sur place, à distance et sans mettre en danger les intervenants. Voilà, donc avoir de meilleures données, une meilleure analyse pour une meilleure intervention. Et donc là, c'est là où je peux reprendre la question qui m'avait été posée. Est-ce que vous pourriez la reposer, la personne qui s'était manifestée sur ce DRS 0108 ? Oui, Marc Delage de l'Institut Mines Télécom. Donc, on souhaite déposer un projet en coordination sur ce sujet. On avait un petit doute sur le E dans CBRNE et en fait, la question était est-ce qu'il faut qu'on prenne en compte les explosifs ou pas? Ça a un impact assez fort parce que ça change pas mal de choses sur les modèles de dispersion, etc. Et sur la capacité ou non à intervenir pour des personnels. Donc, voilà, est-ce qu'il faut prendre en compte les explosifs et donc ce type d'événement lié à potentiellement un explosif? Et on se demandait quel était ce qu'attendait la commission derrière le nucléaire, parce qu'il y a déjà radiologique. Du coup, est-ce qu'il faut prendre en compte stricto sensu un incident nucléaire qui serait la détonation d'une bombe nucléaire, ce qui nous semble moins probable. De toute façon, le call, c'est quand même tout ce dont on est en train de parler devient inopérant dans ce cadre-là. Ouais. Alors, on pourrait, réponse facile, vous allez me dire, mais on pourrait en reparler. Il faudrait que je reprenne bien le texte de l'appel à projet, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir différents outils pour tout type de catastrophe. Et donc, je pense que tout doit être adressé dedans, aussi bien le nucléaire que l'explosif ou autre. Et c'est un peu ce que je disais, si vous n'avez pas les moyens de mener une recherche, ou si vous n'avez pas l'expertise, votre consortium devra s'en emparer. On pourra en reparler plus précisément, mais je pense que c'est un prérequis qui me semble assez nécessaire pour cet appel à projet. Il n'y a pas d'exclusion, ça ne va pas concerner que certains types de projets, c'est vraiment avoir une vue d'ensemble pour une intervention rapide sur toute situation de catastrophe NRBCE. Si je peux me permettre, Frédéric, donc PCN, dans la probabilité des événements, effectivement, le N peut être considéré comme peu probable. Par contre, le E, on a beaucoup parlé des bombes sales, le E est aussi un moyen de diffuser du radiologique, du biologique ou du chimique, donc, enfin peut-être pas du biologique, mais du chimique ou du radiologique. Donc le E, à mon avis, la probabilité et le fait de l'inclure dans les capacités à développer dans le cadre de ce projet me semble plus important. Voilà, c'était simplement une remarque, mais ça mérite de le lire vraiment dans le détail et comprendre l'esprit, mais il faut avoir à l'esprit que la notion de bombe sale, elle reste quand même d'actualité. C'était vraiment sur ça qu'on avait cette question, parce que ça change totalement. En fait, nous, ce qu'on souhaite vraiment amener, c'est un logiciel de gestion de crise, amener un framework de calcul déporté, et en s'appuyant bien sûr sur tout ce qui est, donc on va aller chercher des gens qui font des capteurs, etc. Donc à l'état de l'art, et c'est vrai que ça change totalement les modèles de diffusion s'il y a une capacité explosive derrière. Et les modèles d'intervention aussi, parce que ça, tout simplement, vous pouvez bloquer l'intervention par ce danger-là. Donc, ok, très bien, Je comprends ce que vous dites et je suis d'autant plus déstabilisé qu'effectivement, il n'y aura qu'un projet qui sera financé à hauteur de 6 millions, mais partant aussi de ce principe très cru... Non, mais au contraire, je veux dire, on peut adresser aussi ça, mais il faut juste qu'on le sache et
Effectivement, on est sur un projet de 5-6 millions, donc on est avec un consortium relativement important. Donc, ce que disait Julien est au cœur là, de la réponse, c'est-à-dire que la complémentarité, le fait de couvrir le call avec différents partenaires est important. Mais prenons rendez-vous, Monsieur Delage, pour en discuter. Oui, avec plaisir. N'hésitez pas. Merci. Donc, j'espère que cet appel a été suffisamment clair, sinon on pourra y revenir. Je passe donc à cet appel 0109, assez capacitaire aussi, hein, ici intéressant pour vous sur l'identification et les analyses des menaces en temps réel pour des opérations de sauvetage. L'idée, c'est plus vraiment de s'équiper pour répondre, mais des opérations de sauvetage plus efficaces et un triage plus efficace des victimes et de leur prise en charge relativement claire. Ici, il s'agit notamment de la capacité d'identifier rapidement les agents dangereux, les contaminants et d'analyser aussi rapidement les menaces et les dangers en temps réel pour pouvoir plus rapidement permettre la recherche, l'identification plus rapide des victimes et permettre des opérations en fait, de sauvetage qui soient plus efficaces et pour pouvoir mieux mettre en place des sites, des abris qui soient adaptés pour un triage plus efficace des victimes et leur prise en charge. Il va aussi s'agir ici de pouvoir mettre en place des chaînes de décontamination appropriées des victimes et des infrastructures. Et donc pour ce dernier point, notamment sur la décontamination des victimes et des infrastructures, il faudra faire un lien, et je m'excuse de ne l'avoir pas noté ici, mais je le noterai, avec un appel qui a été financé qui est financé en 2021, dont on n'a pas encore le lauréat, le DRS 0105. Donc il faudra faire des liens avec ce DRS 0105, mais je l'indiquerai ici. Voilà, donc a priori, un appel assez clair, assez évident. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais auquel cas je passe à ma troisième partie, dans laquelle il y aura donc deux appels, coordination, normes et gouvernance. Deux appels un peu distincts, les questions de normalisation et surtout de coopération internationale, parce que comme on le disait, hein, les normes sont importantes pour pouvoir avoir une bonne vision d'ensemble des données et des normes sur lesquelles elles s'appuient, et puis aussi d'une meilleure coordination internationale. Première partie, donc on revient sur le DRS 0103, ici, sur le fait de bénéficier de référentiels pour les données qui soient liées au risque ou aux catastrophes. Alors on le sait hein, que la gestion des risques liés aux événements naturels repose sur des données disponibles et que souvent les décisions reposent sur des données de qualité. Donc il faut qu'il y ait toujours des contrôles, des efforts continus qui soient faits pour améliorer l'assurance qualité ou le contrôle qualité de ces données, et notamment dans le domaine des risques naturels ou des événements NRBC, CRBN, je ne sais pas lequel. La Commission considère à ce stade qu'il n'y a pas encore de cadre général pour vérifier la qualité des données et contrôler les performances des laboratoires et des techniques d'analyse au niveau européen, et donc elle demande à ce qu'il y ait une meilleure évaluation de ce contrôle qualité dans les domaines pertinents, pour laquelle la qualité des données de mesure, qu'elles soient physiques, chimiques ou biologiques, n'est pas suffisamment vérifiée. Et donc, elle demande à ce qu'il y ait un développement à l'échelle de l'Union européenne d'une technologie pour améliorer et démontrer cette qualité, pour pouvoir mieux tracer et mieux comparer les données utilisées qui sont utilisées au sein de l'Union européenne, qui fondent en fait la prise de décision des first responders. Voilà. Donc voilà, bénéficier de référentiels pour les données liées aux risques et aux catastrophes. On voit ici qu'il y a une implication forte des organismes de mesure accrédités, de laboratoires producteurs de données pour les décideurs, toujours de 3 pays membres de l'Union européenne ou associés. Voilà. Et je passe au dernier appel, très coopération internationale pour le coup, sur le combler je l'ai résumé comme ça, combler les lacunes identifiées par l'IFRARI pour les first responders. On en est vraiment là, hein, la coopération internationale, on le sait, est essentielle pour faire face et puis de savoir aussi quelles sont les innovations nécessaires pour
Pour tous, et donc ici la réponse apportée aux catastrophes dépend souvent largement des capacités spécifiques des organisations responsables de la première réponse aux incidents, et que pour eux, enfin pour ces premiers first responders, pour mieux intervenir, ils ont donc besoin de données pour pouvoir bien s'équiper et pour pouvoir bien interagir. Donc aujourd'hui, là, il y a plusieurs lacunes qui ont été identifiées par l'IFRARI pour lesquelles en fait il manque des données au niveau international et qui permettraient de mettre mieux en place des coopérations internationales. Alors je vous les cite, ces différentes lacunes sur lesquelles il va falloir répondre très concrètement. Tout d'abord, la capacité de connaître l'emplacement des intervenants et leur proximité par rapport aux risques et aux dangers en temps réel. Premier gap. Second, la capacité à détecter, à surveiller et à analyser en temps réel les menaces et les dangers passifs et actifs sur les lieux de l'incident. Le troisième, et tout ça sera détaillé, ne vous inquiétez pas. Le troisième, la capacité de surveiller les signes physiologiques des intervenants d'urgence. Le quatrième, la capacité d'intégrer des informations provenant de sources multiples et non traditionnelles dans les opérations de commandement des incidents. Donc il y a aussi un besoin de communication et d'interopérabilité qui est importante. Et dernier gap à adresser, la capacité de créer des renseignements exploitables à partir de données et d'informations provenant de sources multiples. Tous ces gaps doivent être adressés dans cet appel. Donc, il faut répondre à tous ces résultats, tous ces besoins attendus par la Commission européenne, avec un fort besoin de coopération internationale avec 2 pays non membres de l'UE. Alors, il y avait un appel précédent sur lequel il était nécessaire de faire une coopération internationale fortement encouragée, et la Commission européenne citait le Japon, donc ça veut dire qu'il faut le Japon. Là, pas de pays identifiés, mais essayer de voir quels sont les pays qui ont pu faire face à ce genre de situation et qui ont dû mettre en place combler des lacunes qui ont déjà été identifiées. Donc, fort besoin de coopération internationale avec 2 pays non membres de l'Union européenne. Si vous permettez, le lieutenant-colonel Debré de la DGAC-JC, si je peux juste intervenir 2 secondes, parce que c'est un sujet d'actualité, ces problématiques, notamment d'interopérabilité au niveau européen. Vous savez que le mécanisme de protection civile de l'Union, qui existe depuis 20 ans maintenant, est encore en phase d'amélioration, surtout après les derniers événements qui sont déroulés l'été dernier, que ce soit en Grèce pour les feux de forêt ou les inondations en Allemagne et en Belgique. Je voudrais juste mentionner à tous les gens qui nous écoutent que lorsqu'on parle de pays extérieurs à l'Union, il faut savoir que dans ce mécanisme de protection civile de l'Union, il y a 6 pays qui n'appartiennent pas à l'Union, mais qui sont des pays participants au mécanisme. Donc ça peut être une piste. Donc, de mémoire, l'Islande, la Norvège, la Turquie, le Monténégro, la Serbie et la Macédoine du Nord. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour cette intervention très très utile. Merci encore, effectivement, c'est à prendre en compte. On a fait une liste de tous les documents importants à consulter peut-être en amont ou en préparation d'un appel à projet avec les liens qui seront téléchargeables, donc vous aurez tous ces documents. Voilà pour tous ces appels de DRS, j'en ai fini.